Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va voir comment développer des web services en Go. Donc je ne vais pas vous apprendre à développer en Go, puisque d'après ce que m'a dit Aurélien, vous le savez déjà. Ah, un petit sondage qui fait du Go dans la salle. Du Java, bien sûr? Ouais. Bon, on va commencer rapidement par les grandes lignes. Je vais passer assez vite, voir un petit peu l'installation, un Hello World, et on parlera de cross-compilation aussi, une partie qui est intéressante dans Go. Juste pour information, toute la présentation ainsi que tout le code que j'ai écrit avec à la fin, il y a un TP complet qui permet d'avoir un service REST en Go complet, get, post, put, delete, en allant jusqu'à la base de données Postgres. D'accord? Donc tout ça est disponible sur GitHub, vous aurez le lien à la fin, donc vous pouvez récupérer tout ça et travailler dessus après. On verra les questions-réponses à la fin de la présentation. Bon, les grandes lignes, donc Go, langage créé par Google, première version en 2009, vraiment créé pour une programmation en système et ensuite applicative, compilation statique, la gestion de la concurrence intégrée, communication entre les goroutines par des channels, vous essayez de faire quelque chose de multithreadé, vous le faites dans un langage classique C++, vous allez devoir vous cogner à un moment donné des mutex, ça va finir par pas fonctionner très bien, vous allez perdre un petit peu de temps, vous faites la même chose en Go, bah, il n'y a pas grand chose à faire, et puis ça fonctionne. Donc c'est assez magique. La mémoire est gérée par un garbage collector. Bon, bah, vous venez tous du monde Java, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Il n'y a pas de VM, hein, donc on compile, on a une compilation statique, on obtient un exécutable. Ce qui est intéressant, c'est que cet exécutable, vous pouvez le générer, vous êtes sur un Mac, vous générez un exécutable Linux, un exécutable Windows, ou inversement. Donc vous avez la cross-compilation qui est intégrée à la plateforme. D'accord? Il y a juste une variable en fait à passer, vous lui spécifiez la target, et il va vous compiler le code dans la target désirée. Il y a quelques années, dans une vie antérieure, je me suis amusé à installer un cross-compilateur C de Linux sur AX, j'ai passé 2 jours. Donc là, vous avez juste une variable d'environnement, et ça marche. Pas de programmation générique. Allez, on va tout de suite abattre un mythe. L'objet, bon allez, on oublie. Il n'y en a pas. Il y a une vague couche, quelque chose qui va ressembler. Vous allez avoir un typage fort. Vous allez pouvoir déclarer un type, mettre des méthodes, mais l'héritage, il n'y en a pas, polymorphisme, il n'y en a pas. Donc, c'est un langage qui s'apprend en une journée. Moi, je ne connaissais pas Go. Je suis allé sur le site, j'ai pris les tutos. Le soir, je codais en Go. Je ne comprenais pas tout ce que je faisais encore. Après, dans la semaine, c'est venu. Je me suis amusé, je suis allé un tout petit peu plus loin. En une semaine, c'est un langage que vous allez maîtriser sans aucun souci. C'est vraiment un langage très simple. On créé quand même par des grands noms de l'informatique, hein. Donc Thomson, Pike et Griezmer. Donc pourquoi apprendre Golang? Ben voilà, j'ai déjà tout dit un petit peu sur le slide précédent. Je me souviens d'une interview que j'avais entendue d'un des créateurs du langage de Google qui expliquait, qui disait, ben voilà, chez Google on faisait beaucoup de choses en C++, et à un moment donné, on a beau avoir des experts super forts en C++, le bug qui nous coûte très cher, on l'a. Il tombe. On met du temps à le trouver, on met du temps à débugger, on met du temps à corriger. Donc c'est ce qui les a amenés à réfléchir à un langage plus simple et un langage plus sûr. Donc c'est ce qui a donné en fait Go. L'installation, bah, vous allez tout simplement le télécharger sur le site de Google. Vous chopez l'archive. Et puis bon, vous avez les commandes ici à passer, hein, je vous les lis pas. Vous allez savoir le faire aussi bien que moi. Le seul truc à comprendre, c'est la variable GoPass. Donc vous allez avoir un binaire qui s'appelle Go.
vous allez avoir à manipuler cette variable goPass. Ce goPass, comme son nom l'indique, il doit pointer vers les différents répertoires où vous allez avoir du code Go. On va essayer de séparer les choses. C'est-à-dire que votre code, vous allez développer votre code Go et on ne réécrit pas tout. Enfin, je pense qu'on a passé ce temps-là. Donc, vous allez vous appuyer sur des librairies, éventuellement, qui existent. Ces librairies, vous allez les récupérer. Il y a une commande pour ça, go get. Go va télécharger les librairies. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un environnement dans lequel vous allez avoir le téléchargement de toutes les dépendances de votre code. Il y a un gestionnaire de dépendances, on en parlera. Et ensuite, avoir un autre répertoire dans lequel vous allez avoir votre code source à vous. Ce n'est pas la peine de committer dans votre repository les différentes librairies dont vous dépendez. D'accord ? Donc moi j'ai mon GoTool, j'ai mon GoWork, c'est là que je mets mon code. Dedans tout simplement, on va retrouver un répertoire bin, un répertoire PKG, un répertoire SRC. La création d'un projet, c'est juste un mkdir dans SRC, du nom de votre projet. Vous créez un fichier source .go, et c'est parti, vous avez un programme Go. La compilation, tout simple, Go build, du nom du projet. L'installation, Go install, il va le compiler, il va vous l'installer dans le répertoire bin, pardon. Et la cross-compilation, dont je parlais en introduction, tout simplement, un export GoArch, GoOS, vous faites le build. Là, j'étais sur un Mac, je fais un build pour Linux. Ce binaire, je le prends, je le colle sur une machine Linux, il s'exécute. D'accord ? Bon, je vous ai remis ici les différentes étapes. Exemple de cross-compilation. Vous voyez, j'ai fait la cross-compilation sur un Mac. Je copie ici le binaire. J'ai utilisé un Raspberry Pi pour faire l'exemple. Je me retrouve bien sur un Linux ici. Et j'exécute le code que j'ai compilé sur le Mac. Donc là, on voit bien la mise en œuvre de la cross-compilation. Voilà, bon, rapide introduction sur le langage. Maintenant, on va voir comment développer des services REST en Go. Alors, on va voir un petit peu les dépendances à installer. On va parler de marshalling, unmarshalling d'objets JSON. On verra le package REST. Et ensuite, on verra un exemple de get, de post, de put et de delete. Bon, le put étant comme le post et le delete comme le get. Et à la fin, donc un exemple complet jusqu'à la base de données. Alors, vos dépendances. Donc, on en a parlé un petit peu en introduction. Donc là, j'ai créé mon GoTool, vous voyez. Je me place dedans. Je positionne ma variable GoPass sur le GoTool. Ensuite, je demande à Go de me télécharger les dépendances. Donc ça, c'est très simple. Go get-u, je lui donne la liste des dépendances. Alors, comment je connais ces dépendances ? Il y a deux solutions. Soit vous utilisez un gestionnaire de dépendances, soit si vous avez du code et que vous ne savez pas quelle dépendance il utilise, vous essayez de faire une compilation. Vous allez avoir une erreur qui va claquer et qui va vous dire qu'il lui manque telle dépendance. Il suffit de la télécharger. OK ? Donc à partir du moment où vous avez récupéré toutes vos dépendances, donc là ici, pour faire du REST, j'ai besoin du package GoREST. Alors, pour faire du REST en Go, il y a plusieurs packages. Vous allez en trouver plusieurs. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver différents packages qui vous permettent de faire du REST en Go. Moi, j'utilise GoREST. Ça, c'est un choix. Celui-ci est plutôt pas mal abouti, ça fonctionne bien. Je n'ai pas trop testé les autres. Ensuite, je me connecte à une base Postgres, donc je récupère la dépendance sur la libpq. Alors vous avez un gestionnaire de package qui existe pour Go aussi, donc Mastermind Glide, que vous pouvez utiliser. Donc à ce moment-là, lui vous fera toute
la gestion des dépendances. Allez, on y va. Le marshalling. Bah, vous allez avoir votre code. Donc en Go, on définit un type. Donc ici, j'ai défini un type magasin. En blanc ici, IDT et nom, ça va être le nom des champs que vous allez manipuler au niveau du code. Et à droite, vous trouvez ici le mapping JSON. Donc c'est-à-dire que quand vous allez demander au package JSON de vous transformer cet objet-là en JSON, les noms que vous allez retrouver au niveau des propriétés, ça va être IDT en minuscule et nom en minuscule. Derrière, j'ai une fonction pour créer mon objet, un new, qui me renvoie tout simplement un nouvel objet de type magasin. Mon marshalling, comment ça va se faire? Bah, j'utilise le package, vous voyez, je l'importe en haut. Import encoding JSON. Là, vous avez un exemple de JSON que j'ai mis en dur dans le code. Vous pourriez l'avoir chargé, on verra plus tard comment charger ça à partir d'un service REST, bien sûr. Cet exemple, ce bout de code JSON ici, donc avec ses accolades, etc. J'utilise le JSON.onMarshal et il va me transformer ici le JSON, alors que je dois transformer en byte. Ça, c'est un cast en Go. Ça me transforme. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ici, c'est un tableau de bytes. Et il va donc me parser en fait ce JSON et venir me faire le mapping avec les données de mon objet ici. Donc, à l'issue de cette exécution, dans les propriétés de l'objet, enfin de l'objet du type qu'on avait sur le slide précédent, bah vous allez retrouver les valeurs, donc ici, 3, Toulouse. Si on a un tableau, c'est pas plus compliqué. Hein. J'ai mon JSON avec un tableau, et je vais récupérer ça dans un tableau, ici. Comment je déclare un tableau en Go? Crochet, crochet. C'est la même fonction qui est utilisée, JSON onMarshal, et vous allez récupérer depuis le JSON le tableau. Donc là, après cette exécution, vous voyez ici, j'ai un tableau que je peux parcourir par cette fonction. Si vous avez une structure plus complexe, parce que bien sûr, quand on a du JSON, c'est rare que ce soit des trucs tout bêtes, tout simples. On a en général des structures un petit peu plus complexes. Bah, vous avez la possibilité aussi de parser votre JSON comme vous le feriez dans n'importe quel autre langage, avec du code qui va piquer un petit peu les yeux, quoi, où il va falloir aller chercher dans le JSON les différentes clés. Associées à une clé, bah, je vais trouver soit une valeur, un type de base, soit un autre objet JSON, soit un tableau. Donc c'est exactement ce que vous allez retrouver en Go, où je vais aller, onMarshal ici, dans un... Alors ça, le var parson map crochet string interface. Le crochet string, c'est la clé, enfin c'est une map, hein, c'est marqué à gauche. Crochet string, c'est la clé. Et interface, interface, en fait, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Une interface, en gros, c'est n'importe quoi. Donc ça va permettre de découvrir dynamiquement ce que j'ai et de construire dynamiquement mon objet. Ça, c'est des castes. Hein, quand on fait ça, ici, vous avez un cast. Donc là, il va transformer en fait ce qu'il récupère dans parson crochet avec la valeur de la clé. Il va récupérer derrière la valeur, il va la caster dans ce que je lui indique. Si c'est un nouvel objet que je récupère, c'est une interface que je vais à nouveau utiliser. Donc avec ça, vous allez pouvoir parser n'importe quel type d'objet JSON. Exemple. Donc ça fait partie des programmes d'exemple que vous allez trouver dans le GitHub, hein, que je vous laisse à la fin. Tout le code que je vous projette là, vous allez retrouver tout. Vous avez la presse qui est enregistrée en parallèle, donc vous pourrez retomber sur vos pieds. Donc là, vous avez un exemple
c'est le programme précédent que vous voyez, hein, c'est le code que vous avez vu avant, que je compile, go install et que j'exécute. Et on voit bien ici qu'on a fait le parsing en premier de l'objet, ensuite du tableau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est-à-dire? J'imagine que c'est des tests unitaires. Non, c'est un programme là que, enfin, c'est ce que tu vois avant en fait, que j'exécute depuis le main. Sinon, moi j'ai une question sur la slide d'avant, pour la revoir au bout. Il y a un genre de esperluette devant part, la ligne où il y a Jason and Marshall, donc la troisième, quatrième ligne. Ouais. Il y a un genre d'esperluette devant part. Et je me demandais qu'est-ce que c'était. Il y a un... Le genre e-commercial. D'accord, c'est l'adresse. L'adresse en Ouais, commencez. D'accord. Vous allez, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, vous allez retrouver en Go une programmation très proche de celle de C. Moi, je viens de C, c'est pour ça que je suis rentré dans Go quand même tout seul. Vous retrouvez vraiment une programmation comme en C, avec manipulation d'adresse, manipulation de pointeurs. En C, vous avez de l'arithmétique sur les pointeurs. Je peux faire plus sur un pointeur. En Go, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Okay, et vous allez définir des fonctions, comme en C, qui vont prendre des paramètres. Il va y avoir une espèce de couche un petit peu qui va ressembler un petit peu à de l'objet. On le verra après sur les slides suivants, où on va retrouver le type d'un objet en fait en premier paramètre. D'autres questions sur la partie JSON? Les librairies qu'on cherche sur le reste pour pouvoir compiler le programme Go, est-ce qu'elles doivent être téléchargées aussi sur la cible? Non. Le binaire que tu génères, ça va être un binaire indépendant. Donc c'est vraiment un binaire statique, c'est vraiment le résultat d'une compilation statique. Donc les librairies sont utilisées pour la compilation, et le binaire, ensuite, tu le télécharges. Donc là, l'exemple que j'avais avant, où je prends le binaire et je le télécharge sur un Raspberry Pi sous Linux. Sur le Pi, j'ai strictement rien installé. Même pas le compilateur Go. À la différence de Java où tu as besoin de la VM. Durant la compilation de Go, les seuls targets que tu peux définir, c'est simplement Windows, Linux, macOS, des choses très basiques. Est-ce que tu peux spécifier du coup le type d'architecture x86 ouais. 300? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, tu vas pouvoir... C'est quoi la méthode du coup pour faire c'est le arch. C'est l'architecture. Tu sélectionnes deux choses en fait, la cible et l'architecture. Donc Bien. Allez, on va dans reste. Alors, pour créer votre serveur REST, vous allez avoir 3 étapes. Donc définir vos types, on a vu, c'est des types en fait Go que vous allez définir. Ensuite, vous allez définir un service. Quand vous écrivez, on parle bien de service REST, bah, chaque service REST, vous allez voir, ça va devenir un type Go. Et enfin, on va devoir charger tout ça. Bah, qui va se charger de... Enfin, qui va faire ce chargement? C'est notre main. Donc nos types, pardon, le service. Donc les types, c'est ce qu'on a vu avant, hein, le magasin.go. OK? Le service, vous allez avoir une classe. Donc l'importation du package GoRest, qui est le package pour développer un service REST. Et vous allez définir ici, donc je définis un hello service. Bon, moi, mes services, je les appelle avec le service. Dedans, vous allez retrouver le chemin, ici, et en dessous, un mapping entre un path et un endpoint, ici. Alors attention, il y a une petite ruse, c'est que le endpoint ici, regardez bien, il commence par une minuscule, la méthode va commencer par une majuscule.
D'accord? Si vous ne respectez pas ça, il va pas trouver ses petits. Donc vous allez avoir une erreur de compilation. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ben, j'ai défini un service REST qui répond en GET sur l'URL first hello et qui me génère une chaîne de caractères, une string. Comment je fais ça? Ben, là, je positionne le code 200 en réponse de mon service REST et derrière, je renvoie une chaîne de caractères, Golang Hello World. D'accord? Ensuite, l'écriture du serveur. Bah, l'écriture du serveur, je retrouve tout simplement mon main. J'instancie mon service de cette manière-là. Je viens l'enregistrer dans GoRest. Alors, petite parenthèse, vous avez l'habitude, quand vous utilisez un langage objet, si vous venez vous insérer dans quelque chose qui existe, on va vous dire par exemple, pour développer un service REST, il va falloir hériter d'une classe et vous allez devoir implémenter telle et telle méthode. En gros, il n'y a pas d'héritage. Je vous l'ai dit en introduction. Donc ça va prendre quelle forme? Bah, en fait, GoRest, ils ont défini un service, ce qui vous permet d'enregistrer ici un register service. Il va prendre en fait en paramètre quelque chose qui s'appelle en gros une interface. Une interface, c'est n'importe quoi. C'est du code. Et vous n'avez pas besoin de spécifier que vous héritez d'une classe ou que vous implémentez une interface, comme vous pouvez faire en Java ou dans d'autres langages, où vous êtes conforme à un protocole. C'est-à-dire que vous avez simplement... Il y a la définition de méthode, de signature de méthode. Donc pour un service REST, on a dit il y a des méthodes qui ont telle et telle signature. Donc ça, c'est ce qui est fait en fait ici. La signature des méthodes, elle est définie ici. Elle se fait là, avec le endpoint. Et derrière, à partir du moment où vous fournissez un type Go, pardon, je reviens en arrière, je suis passé un petit peu vite. À partir du moment où vous définissez un service Go qui implémente cette méthode, bah vous êtes c'est comme si vous ayez implémenté l'interface en fait. Sauf qu'il n'y a pas d'implémentation d'interface. D'accord? Allez voir pour ça dans les exemples de Go sur le site de Golang. Et vous allez voir la partie comment ils appellent ça? Interface. Et vous allez voir un exemple où il n'y a pas besoin en fait de... Enfin, on ne peut pas faire d'implémentation. Donc c'est simplement le fait de trouver les bonnes méthodes. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre mon service, je lance le serveur, je listen sur un port, et c'est terminé. Le binaire que vous allez générer à partir de ça, c'est-à-dire que quand vous allez compiler votre code, donc par exemple ici, je le compile par un GoBuild et je le lance. Le binaire est totalement autonome. Hein, si vous faites des servlets avec Jersey dans Tomcat, vous allez devoir implémenter certaines interfaces, hériter de certaines classes et tutti quanti, et coller votre code dans Tomcat. Là, il n'y a pas de Tomcat, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le binaire que vous générez embarque le serveur HTTP. Il embarque tout ce qu'il faut. D'accord? Donc ce binaire, il est autonome. Vous le prenez, vous le déployez, vous le lancez, vous avez un serveur REST HTTP complet. Donc j'ai simplement à le lancer. Quand je le lance, il me dit ça. Il me dit qu'il a créé, bah là j'ai un seul endpoint. Si je viens faire un get sur, vous voyez ici mon localhost, alors sur l'URL que j'avais défini, bah j'ai bien la réponse, j'ai bien mon code 200, et j'ai bien la réponse ici, avec le texte que j'ai renvoyé. On a bien créé ici un service get. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? C'est bon? Alors, on va essayer de complexifier un petit peu la chose. Des magasins, des rayons,
Dans mon magasin, j'ai un tableau de rayons et mon rayon fait partie d'un magasin. Petit modèle tout simple. Donc par exemple, pour aller un petit peu plus loin, récupérer la liste des magasins. Donc là, cette fois-ci, c'est plus juste un texte que je renvoie, je veux récupérer un JSON qui va contenir la liste de mes magasins. J'ai défini ma structure magasin. Je me crée un petit bouchon ici pour faire le chargement de mes magasins. Ça, c'est parce que je n'ai pas branché la base encore. Hein. Ça, on le verra à la fin. Je n'ai pas voulu complexifier le code avec la partie base de données. On verra ça à la fin. Donc là, j'ai juste créé un bouchon avec un tableau de magasins. Je crée mon service. Donc mon service, maintenant vous avez l'habitude, un go rest service avec mon route. Ah, il y a des choses qui apparaissent ici, je vois qu'il consomme du JSON et il produit du JSON. D'accord? C'est des services REST JSON que je crée, donc c'est à peu près cohérent. Je suis en get sur le slash, donc sur le slash que j'ai défini là, et qu'est-ce que je vais renvoyer? Un tableau de magasin. Regardez mon service, ici. Il renvoie donc le résultat du load magasin, qui est le bouchon que vous avez juste avant. Le load magasin, il renvoie un tableau de magasin. Si je fais ça, que je compile ça, et que je le lance, regardez, je l'appelle. Il est enregistré, je fais mon appel ici. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère bien ici, en résultat du get que j'ai fait là, la liste des magasins en JSON. Donc là, vous voyez que je suis parti d'un objet qui a été bouchonné, qui est un tableau de magasin, et lui, il m'a fait la transcription en JSON. Question? Ça va? Si vous voulez passer des paramètres à votre get, donc je complète juste un petit peu mon bouchon ici. Je veux récupérer, non pas les magasins, mais je veux récupérer un magasin. Donc je vais passer l'ID en paramètre. Donc c'est le bouchon, c'est pas le plus intéressant. Au niveau du JSON, au niveau du service, excusez-moi, regardez, mon paramètre il est là. Donc, j'indique mon get, le chemin, et dans mon chemin, ici, je vais retrouver le paramètre que je veux passer à mon URL. Tu as montré le pass là, avec le paramètre. Ouais. Quand il y a l'output et tu montres que c'est un magasin, ouais. Est-ce que, je vois que c'est une chaîne de caractères, du coup ça veut dire que au niveau compilation, tu n'as absolument rien là. Donc si tu renommes et que tu appelles ça magasin, c'est Toto, en gros, l'output, et que tu mets l'output magasin, ça marche plus du tout. J'ai pas bien saisi. Non, déjà, l'entrée, elle est typée. Et à droite. D'accord. C'est pas une chaîne de caractères, c'est l'objet magasin. Et c'est compilé ça Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. Pourquoi au-dessus c'est. Ah d'accord, j'arrête. La réponse en latin. D'accord, pas de problème, c'est souvent. Donc ça, c'est le service qu'on a fait juste avant. Rien de nouveau. Le paramètre, parce que c'est lui qui nous intéresse. Comment je vais récupérer le paramètre? Ça va tout simplement être ici un paramètre de la fonction. Donc derrière, bon, c'est que de la cuisine. Hein. C'est aller chercher le magasin qui correspond à l'ID que j'ai reçu en paramètre. Plus tard, ça deviendra un select where. D'accord? C'est quoi le second, je vais faire toute l'expérience en dehors du JavaScript. C'est quoi le second collab qui est à côté de l'ID, de l'ID, et une autre collab avec un M magasin dedans? Alors, ça c'est la syntaxe Go. Là, tu définis une fonction du type magasin, c'est comme si tu dises une fonction d'une classe. D'accord? Sauf qu'il n'y a pas de classe. Bon. Le nom de la fonction que tu retrouves ici, avec une minuscule là, majuscule là. D'accord? Ça, c'est le paramètre de la fonction. Et ça, c'est ce que retourne la fonction.
ton type de retour, il est là, il n'est pas devant. Je peux parfaitement retourner plusieurs choses ici. En gros, on retourne des erreurs. D'accord? Donc je peux parfaitement retourner plusieurs choses. Virgule, nouveau nom, espace, le type, etc. D'autres questions? Ça va? Regardez. Je compile, je lance. En compilation, c'est toujours pareil. Le Go build. Donc, comme d'habitude, hein, tous les codes d'exemple, vous les avez dans le GitHub à la fin. Donc, je compile, je lance. Et alors, il me dit bien qu'il a créé ici deux services, deux endpoints. Un, c'était l'URL précédente, c'était le premier exemple. Le deuxième, c'est celui qu'on vient de définir là avec un paramètre. Je fais mon appel, je passe le paramètre. J'ai bien la réponse uniquement du premier magasin, enfin de celui qui correspond à l'ID 1. On a vu comment faire un get. On a vu comment faire un get avec un paramètre. Donc maintenant, on va voir comment faire un post. Alors le post, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je vais toujours avoir une URL. Les données, elles vont être reçues dans le body de la requête. Et c'est du JSON. Enfin, dans mon cas, c'est du JSON. Ça peut être ce que vous voulez. Hein. C'est une chaîne de caractères, donc à vous de parser cette chaîne de caractères comme vous l'entendez. Enfin, c'est un chaîne de caractères. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est un tableau de bytes. Je modifie un petit peu mon bouchon pour pouvoir créer un magasin. Donc ça, c'est du code de bouchonnage. C'est pas le truc intéressant. J'ajoute mon service. C'est un nouveau endpoint. Le nom qui correspond ici à celui-là, donc toujours pareil, hein, la petite gymnastique entre la minuscule et la majuscule. Alors, regardez. Le verbe, post, le chemin, je suis sur slash. Le post data. Donc là, il va essayer de faire lui-même la transformation du JSON qu'il va recevoir vers cet objet-là. D'accord? Donc tout ce qu'on a vu en introduction sur le marshalling, unmarshalling de JSON en objet et inversement. Enfin, JSON vers un type et d'un type vers du JSON. Et je produis quoi? Je produis aussi un objet, enfin le JSON d'un magasin, puisque de toute façon, je consomme du JSON et je produis du JSON. Toujours. Ben voilà, quand j'ai l'appel de ça qui est fait, ici j'ai mon objet avec les valeurs dans les différents, avec les valeurs dans les différents attributs, dans les différentes var. D'accord? Donc il me reste à appeler mon bouchon ici pour renvoyer mon magasin. Ça, c'est de la cuisine. Regardez. Je compile, je lance. J'ai bien le premier service get, le deuxième service get, le service de poste enregistré. Donc tout va bien. Je l'appelle sur l'URL et le post data. Donc c'est bien du JSON que je lui poste ici. J'ai bien le résultat. D'accord? Bon, vous voyez qu'on n'écrit rien de sensationnel, hein, on n'a rien écrit de terrible ici. Et on a produit déjà du get et du post. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas grave, vas-y. Du coup, et si, par exemple, je fais du XML, je sais que c'est une mauvaise idée. Est-ce que c'est intéressant? Alors, j'ai pas fait, j'essaye d'avoir que des bonnes idées. Non, sérieusement, j'ai pas fait, mais je pense que de la même manière, comme tu as un package qui te permet de faire le marshalling de JSON vers tes objets, tu vas trouver aussi un package dans la bibliothèque Go qui va te permettre de faire du marshalling de XML vers tes objets. Je pense que ça va être exactement le même principe. Voilà. Tu fais du soupe? Non, je suis vacciné, mais pour donner un exemple facile
commencer à comprendre. D'accord. Moi, j'ai Airbus quand même. Bon, input. Bah, input, c'est comme un poste. Hein. On va pas s'étendre. La seule chose qui change, c'est le verbe. Enfin, après, c'est ce qu'il fait. Mais ça, après, je vous renvoie à tout ce que vous avez pu apprendre sur l'écriture de service REST, en respectant les règles de design, etc., etc. Je suis pas là pour ça. D'accord? Mais sinon, techniquement, c'est pareil. Hein. Je reçois un post data aussi, je le parse pareil, je renvoie à du JSON. Il n'y a rien qui change. Un delete, ben, pareil. Un delete, c'est comme un get. Donc j'ai une URL, et si je veux passer un paramètre à un delete, c'est sur l'URL que je vais la passer. Voir les bonnes pratiques de développement, de création de vos URL, etc., etc., etc. Vous en connaissez certainement plus que moi. D'accord? Mais ça revient, techniquement, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'il va faire un delete, enfin, il va supprimer une information. Communément, le put est utilisé pour modifier une intervention. Non, il ne veut plus. Voilà. Alors, si vous allez voir donc, dans le GitHub que je vous ai mis à disposition, vous allez trouver les projets d'exemple. Donc le Go Store WS, vous allez trouver les 3 services hein, pour magasin, produits et rayons, avec des get, des posts, des puts, des deletes, et avec la gestion de la base de données. Donc la gestion de la base de données, c'est simplement je remplace le bouchon que j'ai créé là, qui fait de la création d'objets en mémoire. Bah, simplement j'ai mis la connexion jusqu'à la base. C'est un DAO, tout ce qui est de plus classique. Quoi, hein. Là c'est une fois de plus du code ultra bateau. Quoi. D'accord? DAO, c'est un peu comme ORM. Un peu comme ORM, pas vraiment, c'est ouais. comme DAO. Ouais, c'est Data Access Object, c'est la partie qui te fait la transformation de ta base vers tes objets. Et inversement. Alors on essaye d'aller un petit peu plus loin. Si vous voulez gérer un pool de connexion, alors ça c'est déstabilisant pour ceux qui viennent du Java, parce que quand on vient du Java, on utilise un objet de pool de connexion qui, si je me souviens bien, s'appelle un data source. Et cet objet, on lui demande de nous renvoyer une connexion. Et on fait notre travail à faire avec. Et quand on a terminé, on la close, ce qui la rend au pool. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Et alors en Go, cherchez pas ça, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais toujours dealer avec un objet qui s'appelle un objet DB. Voilà, type DB, je l'ai marqué là. Derrière, je vais faire un setMax idlecon. Ça, c'est les choses tout à fait classiques que vous retrouvez sur l'initialisation d'un pool de connexions. Combien de connexions il crée au lancement, combien il en ajoute si j'ai besoin de plus, si je suis sur un fonctionnement de pic, etc. Donc ça, c'est de la programmation de pool ultra classique. Derrière, vous allez commencer à travailler avec cet objet DB. Bah, de deux choses l'une. Soit vous faites une requête, .select. Il n'y a pas de transaction. J'ai dit je fais juste un select. Si je fais juste un insert, je n'ai pas de transaction. J'ai fait un insert, autocommit. D'accord? Je demande une transaction. Cet objet-là, DB, je lui demande une transaction. Et ensuite, je travaille avec cette transaction. Ben, vous allez avoir votre transaction. J'ai terminé ma transaction, je la commit ou je la rollback. À ce moment-là, je n'ai plus besoin de travailler avec. C'est l'objet DB qui va gérer le pool pour vous. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ne le cherchez pas. Hein. Moi, j'ai perdu un petit peu de temps là-dessus. Je le cherchais. Je cherchais mon get connexion. Il n'existe pas. D'accord? Donc, c'est l'objet DB qui va gérer le pool pour vous. Je vous ai fait un petit programme de test, vous le trouverez dans le GitHub. Je vous ai fait un petit programme de test, vous verrez qu'il stresse de la connexion. Je positionne le pool, je ne sais plus, je crois que c'est à 2. Et derrière, je balance plusieurs requêtes dans différents threads. Et vous allez voir qu'à un moment donné, bah, il va se mettre à gérer les appels. Non, excuse-moi. J'étais choqué, ouais. Des go routines. C'est pas des threads. La connexion, et c'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup. C'est la même entre les go routines, du coup.
C'est-à-dire, non. Chaque routine, en quelque sorte, va avoir sa connexion, mais ça dépend de ce qu'elle fait. Tu as une première routine qui demande une transaction. Il va lui attribuer une connexion. Une deuxième routine, dans un même temps, qui demande une connexion. Il va lui attribuer une connexion. Mais si ta première routine, elle demande une connexion, qu'elle termine de travailler avec cette connexion, donc elle a commit ou elle a rollback, ta deuxième routine qui a besoin d'une connexion, qu'est-ce qui gêne que ce soit la même? Rien. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est le pool qui gère en fait. Enfin, c'est l'objet DB qui gère pour toi. C'est pas à toi de dire, ce qui évite du coup de, je prends une connexion, je travaille, je termine, j'en ai plus besoin, mais je continue à faire du code, et à la fin, ah oui, zut, c'est vrai, il faut que je fasse un close. Tu as gardé une connexion pour rien en fait, pendant un petit laps de temps là. Bah là, c'est lui qui gère pour toi. Donc ça, vous aurez l'explication sur dans Go Database SQL Org, connexion pool, et je vous ai fait un programme d'exemple. Vous avez besoin de gérer des GWT, vous allez avoir une bibliothèque pour ça. Vous allez avoir besoin de cryptographie, vous allez avoir une implémentation de la libsodium en Go. Il y en a même plusieurs, hein. Je vous en ai mis 3 ici. Donc vous allez trouver celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je ne les ai pas testées, ne me demandez pas laquelle je préfère, je ne les ai pas testées. D'accord? Mais il va y avoir ce qu'il faut. Mais après, on va parler justement de est-ce que je fais aujourd'hui mes services REST en Go. Qu'est-ce que je fais en Go? Ça, je le fais beaucoup. Autant je ne fais pas forcément développer aujourd'hui beaucoup de services REST en Go, on va en parler après. Mais par contre, me faire des petits trucs, des petits programmes qui vont appeler des services REST pour faire des tests, pour stresser, etc., ça ouais, je le fais beaucoup. Du scrapping de données sur le net en Go, hyper facile. Vous avez besoin de multithreader de multiplier des appels. Si je dis thread, il va me tacler encore. Vous avez besoin de multiplier des appels et puis de gérer les timeouts, de pas trop taper sur le serveur pour pas vous faire jeter par un rate limiting, etc. En Go, moi ça, je fais ça, quoi. D'accord? Donc l'appel de service en Go, c'est assez simple. Vous créez un objet client, vous créez une requête, vous faites votre appel ici. D'accord? Donc ça, vraiment simple. Donc il y a un exemple aussi, hein, dans ce que je vous ai mis, vous allez trouver un exemple d'appel de client Go. Voilà d'autres liens. Donc framework HTTP pour Golang ou le routeur. Moi j'ai utilisé GoRest, mais vous pouvez tout à fait faire votre propre implémentation, hein. Vous prenez la partie serveur HTTP, vous prenez la partie routeur, et vous allez faire votre propre implémentation si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, il te laisse la main. Alors attends, parce que pour les questions, voilà. Alors tu as parlé pas mal de Java, du coup je me demandais, est-ce qu'il y a un équivalent à Maven en Go? Maven? Maven. C'est quoi ça? Le build de Go, tu as vu, tu fais un Go build, il fonctionne par package. Écoute, à ma connaissance, non. Mais je suis peut-être en train de dire une bêtise. Hein. J'ai pas regardé. La réponse nette, c'est j'ai pas regardé. Voilà. En fait, il y a deux choses. En fait, pour télécharger des dépendances que tu souhaites éventuellement, accrocher une version spécifique ou une contrainte cellulaire, juste comme ça, il y a des outils qui existent. Tu en as un qui est celui qui va être officiellement celui de Go, qui s'appelle TET. Après, tu en as d'autres sur GitHub qui existent et qui sont également disponibles, hein, d'autres initiatives. Après, pour la partie build, effectivement, l'outil Go lui-même peut suffire dans la plupart des cas. Maintenant, j'ai vu dans certains
projet, si tu as, des choses en plusieurs étapes, il y en a qui utilisent des choses comme Make pour en remplacement de mail. C'est en pratique, tu as besoin de beaucoup moins de choses. Je sais pas si mec c'était la réponse qu'il attendait. En fait, moi j'ai 3 questions. Ah. Parce que j'ai des problèmes réguliers, des choses qui arrivent régulièrement avec les serveurs. La première, c'est en général, on se fait assez vite jeter par notre front-end parce qu'il n'y a pas les corps. Est-ce qu'il y a des choses sympas pour faciliter la mise en place des corps ou est-ce qu'il faut le faire à la main? La mise en place des corps. Cross origin, ah oui, oui, c'est ok, c'est bon. J'appelle ça corps. Je sais pas, j'ai pas regardé ça non plus. Alors, je vais rewind. Je vais d'abord faire une petite précision. Aujourd'hui, je n'utilise pas encore Go sur des projets en prod. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été confronté au choix là, sur le projet sur lequel je travaille actuellement. On s'est dit, bon, nos services restent, on va les faire en quoi? J'ai dit, pourquoi pas Go? C'est une réponse. On a vu aujourd'hui que vous avez quand même un certain nombre de choses. On est parti sur du Java, enfin sur du Java Play. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, en partant sur du Java, on ne prend pas trop de risques. On va pouvoir aller tirer toute la bibliothèque derrière avec toutes les différentes API dont on peut avoir besoin. Alors qu'aujourd'hui, en Go, on ne sait pas si on va avoir ça. Je veux me connecter, enfin je sais pas, je prends un exemple bête. Je veux me connecter sur une base Oracle. Est-ce qu'en Go, je vais pouvoir me connecter sur une base Oracle? D'accord? Donc je suis au début de mon projet, je ne sais pas trop où je vais aller. Je travaille avec des partenaires qui vont me demander peut-être d'aller m'interfacer avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Je ne sais pas. Avec Java, je sais que je vais être tranquille partout. Je vais trouver une réponse. Avec Go, aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ça. Donc du coup, aujourd'hui, je n'utilise pas encore Go en prod. Donc le problème dont tu parles, on est tombé dessus sur Play, donc on a trouvé la solution dans Play. Éventuellement, je pourrais jeter un coup d'œil et je te précise. Donc je vais sauter ma deuxième question, c'était un peu dans la même idée, un peu plus pointue. À l'époque, il y avait un framework dont j'ai gardé le nom parce que je le trouvais génial, qui s'appelait Martini. Go Martini. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est encore un truc qui est dans le coup? Ou alors, malgré le nom, ça a disparu? Il faisait quoi? Là, Aurélien peut peut-être mieux répondre que moi, celui je sais qui travaille. C'est destiné à écrire du back-end REST classique comme on ferait avec du Play, par exemple. D'accord. Aurélien? Alors, Martini, je ne sais pas s'il est encore maintenu. Il y avait une bonne communauté autour de ce projet, donc c'est possible que. Après, sur GitHub, tu as 2-3 frameworks qui sont bien populaires sur Go. Tu as effectivement Martini, tu as Git qui est mentionné ici, tu as Buffalo aussi. Tu as 2-3 initiatives comme ça qui gagnent un peu en popularité. Après, tu as pas mal aussi d'équipes qui choisissent de ne pas utiliser ces frameworks-là et d'utiliser un lib standard avec 2-3 toolkits en fait, qui vont assembler de. Gorilla, là, qui est évoqué ici, c'est un RSNP, c'est pas mal de petits utilitaires comme ça pour enrichir la librairie standard et aller beaucoup plus vite. Voilà, des fois, tu n'as pas forcément besoin de comment faire. Après, si tu as besoin, effectivement, tu as des choses comme ça. Martini, effectivement, je vais regarder. Buffalo, dans Martini, pour répondre à ta première question, tu as un système de middleware qui permettent, un peu sur étagère comme ça, qui permettent de faire un assemblage ou des problématiques qu'on trouve souvent comme le corse, même l'authentification, la validation d'une nouveauté, des choses comme ça, c'est sur étagère, c'est déjà prêt. Donc oui, tu vas trouver des choses. D'autres questions? J'avais une question. Attends. Parce que sinon, ça passe pas sur l'enregistrement. J'ai oublié tout à l'heure pendant la. Voilà. J'avais une question pour des gens qui ont fait, eux, par contre, en production ou qui ont une expérience sur des projets qui prennent un peu d'envergure. Moi, je suis un jeune développeur et un des trucs qui m'a vraiment le plus de problèmes, c'est la gestion d'erreurs. C'est toujours compliqué de savoir. Enfin, j'ai eu pas mal de problèmes à comment gérer les erreurs. Et j'ai cru voir dans du code Go que c'était pas forcément le truc le plus
plus évident. Il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de boilerplate pour faire la gestion d'erreurs. Est-ce qu'il existe des librairies, est-ce qu'il existe des façons de faire une gestion d'erreurs un peu plus propre comparé au code que j'ai pu voir tourner en production? Tu as un objet error que tu vas pouvoir, enfin tu as un type error que tu vas pouvoir retourner. Donc ça va être dans ta chaîne un des retours de ta fonction que tu vas tester. Et tu peux directement, tu peux faire des appels en Go où tu peux faire l'appel if, l'appel de ta fonction qui retourne l'erreur. Donc la valeur que tu veux récupérer, virgule error, 2 points égale l'appel de ta fonction, point virgule, le test de l'erreur, accolade. Donc tu peux directement tout faire en une seule ligne sur le if, l'appel et le traitement de l'erreur derrière. Après, ça c'est de la syntaxe. On traite les erreurs, entre guillemets, je dirais, à la C, quoi. Là, tu retrouves vraiment un esprit C, en fait, dans Go. Enfin, pas que là-dessus. Pardon? Oui, d'accord. Merci. Ouais, une question là-bas. Nous, dans notre boîte, on a souvent le contexte d'écrire du code performant, si tu veux, et du coup, comme tu as un garbage collector en Go, en Java, c'est possible de changer sa stratégie. Est-ce que c'est possible en Go? Est-ce qu'il y a la nécessité de le faire pour certains cas? Pour te dire, nous, on doit réécrire un reverse proxy qui doit se recharger à chaud. Donc, il ne doit pas perdre de connexion, le moins d'empreintes sur les temps des requêtes HTTP. Et du coup, là, on est parti sur des langages comme Rust, au niveau du CPU. Oui. Je vais laisser Aurélien compléter. Je vais commencer la réponse. Donc, en ce qui concerne donc le Go est fait vraiment pour de la programmation système. C'est vraiment l'esprit dans lequel il a été pensé dès le début par Google, parce que eux, de toute façon, simplement, c'était leur besoin. Ils font de la programmation, enfin, comme tu le sais, hein, ils font des choses très poussées au niveau système pour leur infra, et le but, c'était qu'ils utilisent Go, que leurs ingénieurs utilisent Go pour ce type de développement. Donc, par rapport à ton problème de reverse proxy, j'aurais tendance à penser que oui. Aurélien, si tu veux compléter, peut-être. Pour répondre à ta question, par ma connaissance, mais en gros, le garbage collector, il marche comme ça, et tu peux pas trop le truquer, pas trop le configurer. Si ça, c'est un vrai problème pour toi, effectivement, c'est pas Go le choix que tu devrais faire. Ah. Et l'autre question que j'ai, c'est un peu sur les grosses bases de code. Le langage, c'est mon avis personnel, je le trouve vraiment très pauvre comparé. Enfin, j'ai l'impression de faire du C de 1970. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, je voulais savoir comment ça se passe sur une grosse base de code en fait. Est-ce qu'on se retrouve avec, du coup, comme on n'a pas les génériques, du copier-coller dans tous les sens? Chose qui, en plus, même les auteurs du langage disent que c'est une bonne pratique en fait à des endroits de même faire du copier-coller. Oui, donc en effet, il n'y a pas les génériques, tu n'as pas de notion de template, tu n'as pas de tout ça. Bon, tu as ta manipulation des pointeurs, donc tu vas pas mal dealer avec ça en fait. Donc tu vas plutôt faire comme tu faisais en C, tu l'as dit toi-même. Hein, moi, je me retrouve en programmant en Go. C'est pas parce que entre le func et le nom de la fonction, je mets un. Voilà, c'est bon quoi. On faisait de l'objet en Perl en faisant ça, donc ok. Non, c'est une programmation C. Enfin, j'ai vraiment l'impression, je suis d'accord avec toi, de retomber dans une programmation C tout à fait classique. Maintenant, je sais que tu fais du Rust. Il me semble qu'ils vont plus loin de ce côté-là. Au niveau des features dans le langage, on a un peu plus. Ouais. Ouais, d'accord. Je vais passer la main à Aurélien pour la suite. Merci à vous.